Bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Je vais me rapprocher. Alors, je suis heureuse ce matin de partager avec vous les résultats de notre étude, donc qui porte sur l'application des pratiques préventives chez le personnel infirmier, qu'on a abordé sous l'angle des théories du transfert de connaissances et plus précisément donc la théorie de la capacité d'absorption des connaissances que je vous présenterai un peu plus tard. Alors, pour la présentation, ce que je vous suggère, c'est de commencer tout d'abord avec une brève mise en contexte du projet et expliquer les objectifs de l'étude. Je poursuivrai avec les résultats de l'étude, donc le volet sondage et le volet focus group, pour terminer donc avec les limites et les recommandations de l'étude. Et par la suite, je passerai la parole à Marie-Hélène qui, elle, vous présentera les outils de valorisation qui ont été développés à l'issue de ce projet. Avant de commencer, j'aimerais remercier les membres du comité de suivi pour leur soutien à cette recherche. Donc, les membres se sont impliqués dès le début de l'étude et même, je dirais, à l'étape du devis. Ça a été une précieuse collaboration que j'aimerais vraiment souligner ici. J'aimerais bien sûr remercier l'IRSST pour le soutien financier qui a permis donc la réalisation de cette étude. Donc, mise en contexte, les troubles musculo-squelettiques constituent encore aujourd'hui un problème majeur chez le personnel soignant et notamment chez le personnel infirmier, les proposés aux bénéficiaires. On peut voir par exemple qu'au Québec, en 2013, le secteur de la santé et des services sociaux a enregistré à lui seul plus de 6000 cas de TMS. Ces cas représentent un peu plus de 42% des lésions professionnelles déclarées et acceptées par la CSST. Ces cas comptent pour un peu plus de 28% de l'ensemble des TMS déclarés et acceptés par la CSST, en excluant bien sûr le secteur de la construction. Ces chiffres nous amènent à faire le constat suivant, c'est que la disponibilité des recherches sur les mesures préventives ne garantit pas en soi leur application. Et ça, on le voit dans la littérature, où beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ces sujets insistent sur la nécessité de bien documenter les conditions d'appropriation et d'application des pratiques préventives lorsqu'implantées dans le contexte réel du personnel. Donc, l'objectif de cette étude était justement d'identifier les facteurs qui influent sur le processus d'application des pratiques préventives chez le personnel infirmier au Québec. Pour atteindre cet objectif, on s'est assigné un certain nombre de sous-objectifs qu'on a d'ailleurs discuté aussi avec le comité de suivi. Le premier étant de dégager un portrait des lésions professionnelles qui touchent le plus le personnel infirmier au Québec, et on a pu bénéficier donc de données fournies par la STAS. Bien sûr, on savait de par la littérature que ça allait être les TMS, mais tout de même, on a fait cet exercice-là pour identifier les lésions les plus importantes. Ensuite, on a entrepris une revue de littérature sur les pratiques préventives des TMS, les meilleures pratiques de prévention. Et le troisième objectif était bien sûr d'identifier les facteurs, comme je le disais, qui influent sur le processus d'application de ces mesures préventives à partir bien sûr d'une démarche empirique qu'on a entrepris, comme je vous le disais, par un volet sondage et un volet complémentaire, un volet focus group. Pour terminer, bien sûr, on a proposé des recommandations et travaillé donc avec le soutien de notre conseillère à la valorisation à développer des outils de transfert de connaissances. Pour revenir assez rapidement sur l'approche conceptuelle, comme je le disais, on est parti des théories du transfert de connaissances. Notre point de départ avait été donc le modèle de la capacité d'absorption des connaissances, un modèle qui permet de comprendre l'application des mesures préventives à partir d'une approche processuelle qui considère les pratiques préventives comme étant des connaissances qu'on va acquérir, qu'on va assimiler, adapter et appliquer dans un contexte. Mais cette revue des travaux théoriques nous a amené rapidement à considérer un autre modèle, le modèle Parrish, qui lui axe davantage sur les facteurs contextuels.
facteurs contextuels tels que la culture, le soutien ou le leadership, le soutien de la direction et d'autres facilitations organisationnelles. Donc c'est ce modèle-là théorique qu'on a finalement testé à partir des données que nous avons relevées par notre sondage. Le cadre opératoire, donc comme je vous le disais, une recherche qui s'adresse au personnel infirmier au Québec. Donc on a visé toutes les infirmières qui sont plus interpellées par cette question de prévention, d'application des pratiques préventives et qui travaillent plus proche au chevet des patients. Aussi, nous avons donc opté pour un sondage en ligne qui a été donc relayé par les centrales syndicales qui se sont impliquées dans ce projet. Un sondage en ligne donc relayé par les infolettres qu'on a administré entre le 16 février et le 31 mars 2015. Et vous verrez donc dans les résultats que je vous présentais, ils respectent donc plus la structure du réseau avant la réforme. Donc je tiens à souligner ce point. Donc à l'issue de cet exercice, on a pu avoir un peu plus de 400 questionnaires complétés. On en a retiré 25 parce qu'ils étaient inéligibles et finalement on a travaillé sur 399 questionnaires qui étaient donc valides. Pour ce qui est le volet focus group, c'est un volet qui était complémentaire comme je vous le disais. Donc ce qu'on voulait faire, c'était présenter le résultat du sondage à nos deux focus group, le premier étant constitué uniquement d'infirmières, le second, donc on avait des infirmières et des gestionnaires, et on voulait avoir leurs impressions déjà sur les données du sondage. Qu'est-ce qu'ils pensaient de ça? Est-ce que ça faisait sens pour eux? Mais aussi, on voulait aussi avoir leur avis sur les contraintes que eux percevaient dans leur milieu par rapport à l'application des pratiques préventives des TMS. Pour ce qui est la procédure d'analyse des données, je vais passer un peu rapidement, mais ce qu'on a voulu faire, bien sûr, c'est faire plusieurs analyses statistiques. Les premières descriptives pour mieux connaître notre échantillon, qui a répondu finalement au sondage. Ensuite, on a opté pour des analyses qu'on appelle donc confirmatoires pour comprendre le processus d'application des pratiques préventives et identifier ces étapes. Par la suite, on a été avec des analyses qu'on appelle comparatives. Et là, ce qu'on voulait savoir, c'était surtout, est-ce qu'il y avait des différences entre l'application des pratiques préventives selon un certain nombre de variables plus socio-professionnelles, donc selon la formation que vous avez reçue, selon la mission de l'établissement pour lequel les infirmières travaillaient, etc. Et des dernières analyses qui permettaient de tester notre modèle conceptuel, donc avec toutes les variables, que ce soit ce qu'on appelle les variables contextuelles explicatives et le processus lui-même. Donc ce sont les étapes qu'on a menées pour l'analyse. Si on regarde maintenant, qu'est-ce que nous ont révélé les analyses descriptives? Donc grosso modo, ce qu'on peut voir, c'est que les personnes qui ont répondu à notre sondage, donc les infirmières qui ont répondu à notre sondage, travaillent principalement dans des centres hospitaliers pour un peu plus de 40%. Par rapport au poste qu'elles occupaient au moment du sondage, donc c'était principalement des infirmières, suivies donc 40%, suivies de 2 proportions, donc des infirmières cliniciennes et conseillères en soins infirmiers, environ 25%, et des infirmières auxiliaires aussi environ 25%, et finalement un plus petit pourcentage d'infirmières chefs, d'assistantes infirmières chefs, 10%. Pour ce qui est du diplôme, donc on leur avait demandé quel était le dernier diplôme qu'elles avaient complété en lien avec leur poste actuel donc, et leur travail donc, dans le réseau de la santé et des services sociaux. Donc nos répondants avaient principalement donc, des diplômes de collégial, 34%, baccalauréat environ 33%, et d'autres pourcentages moindres pour des diplômes comme certificat universitaire, des diplômes d'études supérieures ou maîtrise. On leur avait aussi posé la question par rapport à la formation sur la prévention des TMS et on leur demandait, au cours des 12 derniers mois, votre employeur a-t-il dispensé une ou des séances de formation ou d'information sur la prévention des troubles musculo-squelettiques impliquant donc le personnel infirmier? La réponse était dans la majorité non, pour plus de 74% des personnes qui ont répondu. Une autre question, celle-ci plus sur leur source préférée d'informations sur les pratiques de prévention des TMS. Et on leur demandait de comme répertorier les 3 premières sources d'informations que eux
privilégiés. Et ce qui est ressorti, c'est qu'ils souhaiteraient en premier lieu donc avoir accès à un expert en santé et sécurité au travail, donc un ergonome ou un conseiller en CSST ou un formateur PDSB. En deuxième position, ils souhaitaient avoir des activités de sensibilisation et des activités de rappel, mais sur leur lieu de travail. Et en dernier, donc le troisième, c'est quand même, ils voulaient avoir des guides, des outils sur les mesures préventives, donc des documents plus qu'ils pouvaient consulter. Maintenant, si on regarde un peu nos analyses qu'on appelle donc confirmatoires, je vous le rappelle, donc on voulait ici savoir quelles étaient les étapes du processus d'application des mesures préventives des TMS. On est parti donc de ce modèle-là de la capacité d'absorption qui permet de comprendre les étapes donc selon comme 4 grandes capacités. Et en faisant nos analyses, donc ce qu'on appelle un modèle acheminatoire, ce qu'on a vu, c'est que notre modèle nous suggérait de retenir 3 dimensions, donc où l'application débute avec l'étape de l'acquisition des connaissances sur les pratiques préventives, se poursuit avec l'appropriation et se termine donc par l'application. Ce qu'on peut retenir de ces analyses-là, c'est que le pouvoir explicatif diminue d'une façon importante quand on passe de l'appropriation à l'application des connaissances. Cela signifie que finalement, le problème que les infirmières ont, ce n'est pas un problème d'appropriation en tant que tel des connaissances en lien avec les mesures préventives. C'est plutôt lorsque vient le temps de les appliquer dans leur contexte de travail que là, elles rencontrent des difficultés. Donc, l'hypothèse serait ici de dire qu'il y a d'autres facteurs qui expliquent l'application des pratiques préventives. C'est vraiment à cette étape-ci, c'est ce qu'on peut dire. Et c'est ce qu'on va investiguer par la suite en considérant les autres variables contextuelles qu'on a retenues dans notre cadre conceptuel. Donc, on est parti avec ce modèle-là à 3 dimensions qu'on a testé par la suite, un modèle avec l'acquisition, l'appropriation et l'application des connaissances. Pour ce qui est des résultats des analyses de comparatifs de moyenne, et qu'est-ce qu'on voulait savoir ici, c'était de savoir est-ce qu'il y avait des différences entre la moyenne d'application des pratiques préventives selon qu'on travaille dans un centre hospitalier, dans un CHSLD, selon qu'on ait une formation, qu'on ait eu une formation sur les TMS ou pas, selon le poste, etc. C'était ça un peu la question qu'on voulait répondre. Et ce qu'on a vu, c'est que nos analyses montraient finalement qu'il y avait des différences. Il y avait des différences selon ces variables-là. Ce que ça suggère, tout simplement, c'est que ça suggère qu'on prenne en considération ces différences. C'est-à-dire que si on s'intéresse à l'application des mesures préventives, on doit considérer à la fois des facteurs plus individuels, donc en lien avec la formation, en lien avec l'expérience des personnes, mais aussi des facteurs contextuels, puisque les facteurs contextuels vont aussi interférer. Si maintenant on regarde nos dernières analyses sur nos données du sondage, c'est là où on considère tout le modèle dans son ensemble, où on va voir si nos variables explicatives vont influencer donc ce processus d'application des pratiques préventives. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a 3 variables qui sont sorties donc positives, donc qui vont influencer ce processus-là. La première variable étant la présence de procédés de rétroaction et d'évaluation, qui permettrait donc au personnel infirmier d'adopter de meilleurs comportements, si vous voulez, par rapport à la prévention des TMS. C'est aussi la culture organisationnelle ou de l'unité, donc le fait de se trouver dans une unité où les comportements sécuritaires sont valorisés. Et la dernière variable, c'est le soutien de la direction. Donc ça aussi, c'était un élément qui est ressorti positif, donc qui influence donc le processus d'application des pratiques préventives. L'étape suivante était, comme je vous le disais, de présenter ces résultats au focus group qu'on avait constitué et de leur dire qu'est-ce que ces résultats vous disent, est-ce que ça fait sens pour vous et comment vous expliquez cela. Donc, parmi les contraintes que le personnel, en tout cas ces personnes-là, ces participants au sondage ont dit ou en tout cas partagé, c'est que pour eux, tout d'abord, c'est qu'ils trouvaient que ces résultats faisaient sens, et c'est vraiment ça qu'ils voyaient dans leur milieu, mais aussi que pour eux, ces contraintes-là, elles viennent tout d'abord d'un décalage entre la formation qu'elles avaient reçue
la formation de base qu'elles avaient reçue sur les pratiques préventives et les conditions de travail lorsqu'elles arrivaient sur leur lieu de travail. C'est-à-dire que quand elles étaient formées sur des ratios, donc c'est une personne, on fait les techniques, on fait les exercices, mais lorsqu'elles arrivent sur le lieu de travail, et une d'entre elles, je me souviens, nous avait dit, moi je suis arrivée dans le service des urgences, vous pensez bien ce qu'on m'avait expliqué comme pratique sur une personne, j'étais plus en mesure de le faire dans un contexte où j'avais beaucoup de patients en des situations urgentes qu'il fallait répondre. L'autre point qui est revenu, c'est que pour eux, il y avait des difficultés d'accéder aux équipements, des difficultés aussi en termes d'organisation des espaces, etc., qui rendaient difficile justement l'application des pratiques préventives. L'autre point qui était aussi beaucoup souligné, c'était la dynamique de travail et qui faisait donc ce qu'ils appelaient plus des contraintes finalement en termes de temps, qui faisait en sorte que les infirmières allaient se conformer au rythme du groupe, au rythme de leurs collègues, au risque de se blesser. Parce qu'on n'ose pas appeler un collègue pour déplacer un patient, il faut faire vite, donc on va le faire et on ne va pas prendre finalement les bonnes mesures pour se protéger. Aussi la culture organisationnelle, pour certains participants au focus group, il y avait cette culture qui allait encourager l'adoption, on va dire, des bonnes pratiques. Dans d'autres cas, on disait non, ben, c'est pas beaucoup discuté, on a rarement le temps de parler de ces choses-là entre nous, etc. Et un dernier point qui pour elles était important, c'était donc le soutien de la direction. Pour eux, ça passe par là aussi voilà, pour renforcer les comportements et faire en sorte que ce soit plus effectif, il fallait que la direction soit aussi engagée dans ce processus-là. Les limites de l'étude. Donc les limites de l'étude, pour nous, ça a été bien sûr l'échantillon, même si au départ, on peut voir qu'on avait eu un échantillon autour de 399 répondants, mais il reste que quand vous avez plusieurs variables dans un modèle, c'est difficile de pouvoir modéliser. Donc on a dû prendre le processus lui-même et intégrer les variables une à une pour pouvoir faire les mesures et dégager des constats. L'autre point qu'on aurait aimé tester, c'est qu'on aurait aimé avoir assez d'observations, donc assez de répondants dans chaque profil. Par exemple, comparer les personnes qui travaillent dans des centres hospitaliers versus celles qui travaillent dans des structures comme des CHS, enfin des CHSLD, etc. Maintenant, ça a changé le nom, mais il reste ce qu'on voulait faire, c'était de pouvoir comparer ces profils-là, mais il fallait avoir assez d'observations pour pouvoir le faire et tester tout le modèle à chaque fois. Les retombées de l'étude. Donc, ce qu'on peut retenir de cette étude, c'est qu'on est parti de cette idée de dire est-ce que c'est un problème d'appropriation? La réponse est que le personnel infirmier n'a pas vraiment de difficulté à s'approprier les connaissances ou les pratiques préventives. C'est plutôt le problème de les appliquer dans leur contexte qui finalement est ressorti. L'autre point qui est ressorti, c'est les limites de la formation de base. Donc on peut voir premièrement qu'il y avait une grande disparité entre les formations de base quand on vérifiait donc, par rapport au nombre d'heures de formation qu'elles avaient reçues, etc. Il y avait une grande différence dans certains cas. Il y avait aussi l'aspect des infirmières qui étaient nouvellement en poste versus celles qui avaient une expérience et qui étaient plus anciennes. Donc il y avait toutes ces questions-là que justement la formation de base était plutôt limitée. L'autre point, c'était que la formation n'était pas toujours adaptée au contexte de travail. Et là, la question d'offrir des formations sur les lieux de travail devient importante dans la mesure où elle permettrait d'avoir des formations beaucoup plus adaptées, beaucoup plus contextualisées. Un dernier point sur les contributions, c'est vraiment la question des facteurs plus de l'environnement, donc du contexte. Quelque chose qui revenait beaucoup, c'était facteurs ergonomiques. Donc ça, on l'a vu, quand je dis ergonomique, c'est vraiment la question des espaces de travail, mais aussi l'organisation du travail même, etc. Donc c'est ressorti au niveau des résultats du sondage, mais aussi pendant les focus group. Donc cette question-là, il faut vraiment la prendre en considération. L'autre point, c'est la culture organisationnelle. Et ça, on peut voir que ça agit à différents niveaux, comme dans les travaux de Thomas et Thomas. Donc on peut voir que ça agit autant sur l'adoption des bonnes pratiques, mais aussi sur l'utilisation du matériel, etc., etc. Les facilitations organisationnelles, ce qui revient, donc l'idée d'avoir
des mécanismes d'évaluation, donc du suivi au quotidien sur les lieux de travail, et finalement le soutien de la direction. Qu'est-ce qu'on peut faire comme recommandations? Les recommandations viennent bien sûr des résultats de notre sondage, mais aussi des souhaits des personnes qui ont participé au focus group. Donc les souhaits étaient autour justement qu'ils aimeraient bien avoir une personne ressource qui leur permettrait de savoir s'ils appliquent bien les pratiques préventives ou aussi d'avoir des conseils sur comment améliorer leur façon de les appliquer. Et ils souhaitaient avoir une personne directe, donc une personne qu'ils consulteraient au quotidien sur leur lieu de travail. Ensuite, des rappels et de la formation également sur le lieu de travail. Et finalement, la question d'adapter ces formations-là. Et un dernier point, c'est le soutien de la direction. Il faut que ce soit vraiment porté par la direction et que cette dimension-là soit vraiment, quelque chose qui soit considéré au quotidien. Voilà, donc je vous remercie. Je vais laisser la parole à Marie-Hélène Poirier qui va vous parler donc des outils de valorisation qui ont été développés à l'issue de ces recommandations. Merci. Alors bonjour, merci d'être là. Donc je vous présente rapidement la stratégie de valorisation qui a été mise en place dans le cadre de ce projet-là avec les membres de notre comité de suivi que Salia a présenté un peu plus tôt. On a travaillé ensemble à identifier les messages que vous voyez ici, donc les barrières à l'application des pratiques de prévention et les pistes de solutions pour faciliter l'application de ces fameuses pratiques de prévention. Donc, voici ici la stratégie de valorisation qui se déploie là, en 4 activités. Donc, un guide que je vais vous montrer tout à l'heure qui a été fait sur le personnel, pour le personnel infirmier, sur le personnel infirmier et les TMS, en français et en anglais. Une capsule vidéo que je vais vous montrer à l'instant. Un webinaire fait sur mesure pour la communauté de pratique RH, ressources humaines du ministère de la Santé et des Services sociaux. Et finalement, en collaboration avec la STAS, nous allons produire un webinaire s'adressant à l'ensemble des membres de l'Association sectorielle paritaire. Alors, notre public cible, je vous le rappelle, c'est les gestionnaires qui travaillent dans les CIUS, les CIS et les centres hospitaliers, les professionnels responsables de la prévention sur les lieux de travail, les responsables de la formation aussi, encore une fois, les responsables enseignants dans les milieux de formation, même les responsables d'agences de soins infirmiers qui sont importants ici aussi, les syndicats et évidemment le personnel infirmier. Donc, vous l'avez probablement vu sur la page couverture, la page du site de l'IRSST, le document de sensibilisation qui a été produit. Et je vous montre pour terminer une petite capsule d'une durée de 2 minutes. Chez le personnel infirmier, les troubles musculo-squelettiques ou TMS sont principalement causés par les déplacements de patients et à la prestation des soins quotidiens. Les pratiques préventives sont des mesures éprouvées qui, lorsqu'elles sont appliquées simultanément, aident à réduire l'incidence des TMS. L'organisation ergonomique des espaces de travail ou le recours à de l'équipement spécialisé pour le déplacement de patients sont de bons exemples des pratiques de prévention des TMS. L'étude que nous avons réalisée auprès d'infirmières et de gestionnaires du réseau de la santé du Québec nous a permis de constater que si les pratiques préventives sont bien connues, leur mise en application dans les milieux de travail est plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Le document que l'on vous propose vise à susciter la réflexion et à faire connaître des stratégies favorisant l'application des pratiques préventives pour contrer les troubles musculo-squelettiques chez le personnel infirmier. Finalement, des pistes d'action sont proposées pour soutenir leur mise en œuvre. Même s'il est destiné à toutes les personnes concernées par la prévention des TMS auprès du personnel infirmier, il vise plus particulièrement les gestionnaires et les responsables de la prévention et de la formation du réseau de la santé. Présenté sous forme de fiches, le document peut servir à la planification de vos activités de prévention ou encore lors de formations et d'échanges avec les membres de votre équipe. Il s'articule autour de 6 grands thèmes qui ont le potentiel d'influencer l'application des pratiques de prévention des TMS et qui ont été identifiés dans le cadre de la recherche. Le soutien et l'engagement de la direction, la culture de santé et de sécurité du travail,
l'évaluation et la rétroaction, l'organisation du travail, les environnements de travail et la formation en milieu de travail. Au Québec, les troubles musculo-squelettiques comptent pour plus de 50% des lésions professionnelles dans le secteur de la santé et des services sociaux. L'application des pratiques préventives pourrait permettre de réduire ce bilan élevé. Pour en savoir plus, téléchargez le document DS 1001 sur le site web de l'IRSST.